j'ai été élevé en Égypte pendant 16 ans. Donc j'ai appris l'arabe, j'ai appris aussi l'anglais, parce que les Français ont été virés de l'Égypte avec la guerre du Canal en 1956. Je raconte de l'histoire ancienne. Et puis ensuite, je suis resté quand même en Égypte, mais dans une école américaine. Jusqu'en 67, deuxième guerre du Canal, ça se commençait en 1956. Et à partir de là, en 67, comme j'avais des études primaires, secondaires américaines, j'ai continué aux États-Unis. Donc pendant 6 ans dans le Minnesota, ce qui faisait un grand changement climatique entre l'Égypte et le continent américain. Et là, j'ai étudié la sociologie, l'anthropologie, des tas de choses inutiles, me disait-on, mais ça m'occupait. C'était aussi une époque très intéressante aux États-Unis, donc 68, il y a eu des tas d'expériences dont je ne vous parlerai pas. Et puis ensuite, un petit tour dans les Caraïbes me réchauffait, puis venu en France, crac, service militaire, et j'ai donc commencé à connaître la France par le bon bout. Et puis, du coup, je suis resté en France, plus ou moins en fait. Entrez, c'est bon. Voilà, très vite, après mon service militaire, une équipe de consultants m'a chopé dans la création d'une société qui à l'époque s'appelait Transformation et qui commençait à faire des choses autour de l'analyse transactionnelle. L'analyse transactionnelle à une époque, ça doit être en 1976. L'analyse transactionnelle, pour ceux qui ne se connaissent pas, c'est un genre de BD de la communication et de la psychologie avec des tas de dessins qui permettent de bien comprendre très vite. On a sorti un livre là-dessus qui a été un best-seller et qui se vend toujours d'ailleurs, très bien, aux éditions d'organisation. Et puis petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus intéressant de travailler avec des équipes que former des gens en individuel. Donc si on prenait une équipe entière et on faisait la même chose, l'équipe suivait après et mettait en place beaucoup plus de choses que si on formait chacune des personnes une à une. Quand on forme une personne et elle retourne dans son équipe, c'est très difficile finalement à appliquer les choses parce que tout le reste résiste. Si on forme l'équipe d'un coup, tout le monde change en même temps, ils se soutiennent et il y a plus de résultats. Et c'est là que j'ai découvert l'approche système. L'analyse conventionnelle, on en parlera pas trop, mais l'approche système est quelque chose d'intéressant que je vais ressortir plusieurs fois ce soir, donc je le montre. Beaucoup de choses aujourd'hui deviennent systémiques, c'est-à-dire on va parler de macroéconomie, macro-biologie, macro, etc. Autrement dit, il y a une vision beaucoup plus globale des choses qu'avant, segmentée par domaine, par pays, par vraiment spécialité. C'est l'anti-spécialisation, on pourrait dire, l'approche système. Et ça va très vite vers la nécessité d'avoir du big data, autrement dit, intégrer énormément d'informations dans un premier temps et ensuite chercher des patterns, je ne sais pas comment on dit pattern en français, des modèles, des formes, des schémas, des patrons. En fait, c'est un peu, autrement dit, avec un regard fractal un peu sur les choses. Autrement dit, on va voir des modèles qui se passent dans des zones toutes petites, qui se répètent dans des zones plus larges, etc. Ça, c'est l'approche système. Et aujourd'hui, l'approche système est vraiment centrale dans toutes les nouvelles sciences partout. Donc, c'est très important. Ensuite, donc, j'étais en train de graviter avec mon travail systémique dans les organisations à accompagner des équipes. Et le monde du coaching est venu me mettre la main dessus en me disant, il paraît que tu fais beaucoup de coaching d'équipe, viens nous dire ce que tu fais. Je dis, je ne sais pas ce que c'est que le coaching. Ils m'ont répondu, mais c'est pas grave, viens raconter ce que tu fais de toute façon. Et ça, c'était en 2002. Donc, j'ai rencontré l'International Coach Fédération, ICF pour les intimes, qui est une association où il y a 20 000 coachs, voire plus dans le monde entier, 90 pays, si même plus maintenant, avec des chapters, des chapitres partout. Et j'ai trouvé que cette association était intéressante, une communauté de gens qui réfléchissaient un peu à ma façon, je trouvais beaucoup de soutien là-dedans, et je me suis donc intégré à l'International Coach Fédération, enfin intégré, c'est une association professionnelle, là, on nous paye et puis on en fait partie. Maintenant il faut payer et passer des examens parce que c'est quand même une
c'est un organisme de certification, il certifie des individus et des organismes qui forment au coaching. Donc j'ai un organisme qui s'appelle Métasystème qui forme au coaching, qui est validé par l'International Coach Fédération. Et moi-même, j'ai un titre pompeux qui s'appelle Maître Coach Certifié, qui veut dire qu'il me considère très bon. Je peux dire ce que je veux, c'est un genre de tampon de validation de l'International Coach Fédération. Voilà. Ce qui d'ailleurs est nécessaire en précaution oratoire, c'est-à-dire que je trouve que, bon, c'est aussi une réalité, la réalité c'est qu'il n'y a pas de réalité, il n'y a que des perceptions de la réalité. Si vous demandez à des coachs différents des choses sur le coaching, il y a des chances qu'ils vous racontent des choses totalement différentes. Et ici aussi, ça va être la même chose, c'est-à-dire que je vais vous donner mon avis et mon point de vue sur les choses et la réalité, mais il faut se souvenir que ce n'est que le mien. C'est à vous aussi de vous faire votre propre idée en tant qu'étudiant et en tant que consultant, etc. Et d'avancer dans une recherche où vous allez déterminer ce que vous considérez est la réalité, mais il n'y a pas de réalité universelle. Donc il faut savoir être modeste. Je vais être très opiniâtre et vous donner mes perceptions et mes réflexions d'une façon assez directe, mais en même temps, n'oubliez pas que ce n'est pas une vérité universelle que je vous raconte, c'est le fruit de mon expérience, de mon passé, de mon parcours, de réflexion avec mes clients. Et il n'y a personne d'autre qui a exactement la même expérience ni la même perception. Précaution oratoire indispensable en début de toute présentation. Alors j'ai cité en passant le coaching. Donc, on va parler ce soir d'approche système et on va parler de coaching. Et dans le titre, il y a aussi digital. Alors là, pour moi, c'est essentiel, c'est-à-dire que le coaching, l'International Coach Fédération, qui a été fondée en 1995 en Californie, est la première association mondiale de coaching. Et le coaching est né autour de cette époque-là. Ce n'est qu'après que ça s'est développé vraiment et que l'organisation a grandi et qu'il y a eu une diffusion, etc. Mais les années 90, c'est les années du coaching et on pourrait dire que c'est très intéressant de voir l'évolution digitale. Il se passait certes des choses avant, mais la révolution digitale est aussi une révolution, on pourrait dire, qui est autour des années 2000. Donc il y a une énorme concomitance entre l'arrivée du coaching et la révolution digitale. Avec, on pourrait dire, la bulle Internet qui était dans les années 2000, etc. Bon, les choses se préparaient et depuis il y a une accélération incroyable. Mais on ne peut pas dire que des choses qui existaient en 70 ou en 50 font partie de la révolution digitale. C'est vraiment les prémices des prémices. On ne peut pas dire de la même façon, à mon avis, que des choses qui se passaient dans le monde de l'accompagnement dans les années 70 ou 50 ou 40, c'est la même chose que le coaching. Il y a vraiment un cadre de référence aujourd'hui qui est totalement différent et qui a permis d'une part, qui est lié à la révolution digitale, mais qui est aussi lié à la poussée mondiale du coaching, qui est une approche qui vraiment débarque dans tous les pays et se développe à une vitesse énorme, et qui pose en fait la relation d'accompagnement et de communication, etc., d'une façon totalement différente de ce qui se passait avant. Et ça, c'est important de le savoir. Alors personnellement, je me suis dit, qu'est-ce qui est dans le coaching qui correspond à la révolution digitale, qu'est-ce qui est dans la révolution digitale qui peut éclairer le coaching, parce que c'est deux mouvements parallèles qui se suivent en fait. Et qu'est-ce qui, en fait, c'est des choses anciennes qu'on met dans le coaching, mais qui n'ont pas leur place dans le coaching, parce que c'est ancien. C'est comme de dire, bon, le Minitel, c'est utile aujourd'hui. Bon, oui, mais c'est pas essentiel pour comprendre un iPad. Donc il y a des méthodes qui existaient il y a bien longtemps, dans les années 70, à l'époque Minitel ou autre. On peut les mettre dans le coaching, mais c'est vraiment pas essentiel parce que le coaching peut s'en passer complètement.
Donc, d'une certaine façon, pour moi, c'est intéressant de se dire qui est-ce qui est totalement nouveau, c'est-à-dire qui est issu des années 95-2000, qui n'était pas là avant et que le coaching apporte, souligne, et comment vraiment se centrer là-dessus. Autrement dit, le coaching n'est pas un pot pourri de tout ce qui se passait avant avec un nouvel habillage, c'est quelque chose de totalement différent et il faudrait plutôt l'épurer de ce qui se passait avant parce que ça pourrait le rendre beaucoup plus léger et beaucoup plus efficace. Alors il y a des choses qu'on ne connaît pas en France, qu'on ne sait pas, c'est-à-dire qu'une grande majorité, par exemple, des relations de coaching aux États-Unis où traditionnellement ça se passe plutôt par téléphone. Donc on ne se voit pas. Là, je coach quelqu'un en Roumanie depuis un certain temps, il se trouve que je vais le voir en fin de semaine parce que j'y vais, et il a dit ben, je viens te chercher à l'hôtel, à l'aéroport et je t'emmène à l'hôtel dimanche, ça nous permettra de nous serrer la main. C'est la première fois qu'on va se voir, ça fait un moment, ça fait depuis juillet que je l'accompagne en préparation de quelque chose. Alors bon, je l'ai vu, parce qu'aujourd'hui par Skype ou autre on peut se voir, mais il n'y a pas besoin d'être en face à face pour, dans la même salle en coaching. On pourrait dire d'ailleurs pour tout le coaching individuel, d'ici quelques années, il y aura des call centers qui vont être dans les pays low cost de personnes qui parlent très bien pas mal de langues et qui vont faire concurrence aux coachs français qui pensent qu'il faut se voir et être dans la même salle. Donc c'est intéressant de réfléchir un petit peu en avance et de se dire comment cette nouvelle profession est intégrée dans des anciennes habitudes, il faut avoir son cabinet, il faut que la personne vienne, il faut qu'on se voit, etc. Tout ça, c'est de la relation à la papa. Tout ce qui manque, c'est le divan et Freud. Aujourd'hui, ça ne se passe pas comme ça dans le coaching et il faut le savoir. D'ailleurs, dès qu'on dit qu'il faut se voir, on limite énormément une démarche de coaching, par exemple. Parce que ce qui coûte le plus cher aujourd'hui, c'est le temps pour tout le monde. Donc, si je dis qu'il faut perdre du temps pour venir dans mon cabinet ou que je perde du temps pour aller chez le client, ça restreint mon coaching à quelques kilomètres à la ronde, mon marché. Si je dis que ça peut se faire par téléphone, je peux coacher aussi bien un Australien qu'un Américain, et ma journée de travail peut être bien distribuée sur beaucoup plus d'heures, je peux dormir entre-temps, je suis libre dans la journée, etc. Ça libère toute une conception finalement de comment on travaille, et ça, c'est la révolution de l'information. Aujourd'hui, j'ai un site internet qui est visité par 12 000 personnes par mois, ce qui est assez énorme parce qu'il n'y a que moi qui m'en occupe, et il y a 147 pays. J'ai eu quelqu'un qui m'a appelé de Brunei pour me demander si je pouvais faire quelque chose avec eux. Bon, c'est intéressant, j'ai été chercher, c'est là que j'ai découvert que Brunei et Bornéo, finalement, c'était la même racine, c'est sur la même île, mais c'est pas du tout la même économie, il n'y a rien, hein. C'est un sultanat comme un confetti, un des pays les plus riches d'Asie, sinon du monde. Voilà, donc ça ouvre d'être vraiment sur un marché international. Alors les sites internet, vous en avez 1, 2, 3, là il y a, n'hésitez pas à y aller, en metasystem-coaching.fr, le coaching EU, coaching RO, ça c'est un site roumain. Et il y en a un qui s'appelle Metasystem, mais il n'y a pas de tiret, .cn, il est traduit en mandarin par quelqu'un, je ne sais pas qui. De temps en temps il apparaît, de temps en temps il n'est pas accessible parce que le gouvernement là-bas s'en mêle. Mais enfin bon, voilà, il y a des sites qui sortent, on se demande de. Alors pour venir, vous avez une question là, vous bougez, parce que si vous bougez, comme ça, affirmativement, vous avez une question, mais n'hésitez pas à m'interrompre n'importe quand. Alors il y a des définitions du coaching, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, il y a des mots-clés. Alors, un des mots-clés, c'est accompagnement. Alors, c'est clair qu'accompagnement, il faut souligner le mot accompagnement, et j'aime bien rentrer sur l'étymologie des choses. Accompagnement, ça vient de compagnon, comme compagnonnage, autrement dit, parité. On pourrait dire, ma femme, c'est mon compagnon de vie. Autrement dit, on s'accompagne l'un l'autre. Il n'y a pas quelqu'un qui sait et l'autre qui ne sait pas. On va marcher ensemble et en fait on va se développer ensemble pendant un temps avec un thème commun et puis peut-être qu'un jour on va se séparer ou pas. Normalement quand on se marie c'est pas vraiment l'objectif, mais avec des clients c'est ce qui se passe. Et en fait ce que je constate c'est que tous mes clients m'apportent des sujets qui sont très importants pour moi
qui m'aident à me développer, qu'on s'accompagne autour de ces thèmes-là, qui peuvent être des thèmes personnels ou professionnels et mélangés, et au bout d'un moment, on se sépare. Et le thème du client n'est pas un thème, je veux dire, où je suis un expert, je suis probablement, c'est plutôt un thème dans lequel je suis sujet, c'est-à-dire c'est un thème qui me travaille, qui me pose problème aussi. Alors par exemple, pendant des années, des clients m'appelaient, ils avaient un critère similaire, c'était par exemple des pilotes de ligne, des médecins, etc. J'ai même travaillé pour le syndicat national, Confédération nationale de syndicats de médecins à l'époque, il y a bien longtemps. Il se trouve que le patron de ce syndicat, le président, s'appelait Beaupère. Le thème de toute cette population, tous ces gens qui venaient de partout, etc., qui voulaient que je les accompagne, était le thème du père absent. Je suis issu de famille de pères absents. C'était une époque où c'était quelque chose que je devais travailler. J'avais des clients qui venaient me poser ce genre de choses comme par hasard. Je voyageais beaucoup, j'avais aussi des enfants qui ne voyaient pas tellement leur papa. J'avais aussi une entreprise avec des salariés, vu que j'étais toujours absent, c'était un peu la même chose. Donc le thème du patron absent, du pater familias distant, etc., était quelque chose d'important pour moi, était quelque chose aussi que tous mes clients à l'époque m'apportaient pour que je me centre sur mon travail à moi avec eux, que je les accompagne, qu'on ait une recherche commune, et finalement ils m'ont beaucoup apporté. Donc c'est ça, pour moi, la relation de coaching, c'est une relation d'accompagnement sur des choses qu'on ne peut pas imaginer, mais si on écoute un peu ce que dit le client, il nous propose d'avancer sur des choses qui nous appartiennent aussi. Et là, ça pose quelque chose d'intéressant en termes d'approche système, c'est-à-dire qu'en approche système, comme en mécanique quantique, on va parler des nouvelles sciences, il n'y a pas de dehors là-bas dehors. C'est-à-dire que ce qui se passe dehors et ce qu'on perçoit comme dehors, c'est des choses internes et vice-versa. Ce que je développe en moi, c'est des propositions pour l'extérieur. En mécanique quantique et en nouvelles sciences, on sait très bien qu'un observateur fait partie de l'expérience qu'il observe. L'observateur participatif n'est pas neutre, n'est pas externe, ne peut pas prétendre ne pas influencer. Le fait même qu'il observe quelque chose le crée. Nous sommes dans un monde finalement participatif, où on est co-créateur de ce à quoi on participe. Donc on est co-créateur quelque part de la démarche aussi du client. C'est intéressant de l'assumer, ça, d'être dans cette nouvelle façon de regarder les choses, ce qui n'a rien à voir avec la prétendue neutralité d'un psy, etc., qui en fait, dans une relation de pouvoir d'autant plus insupportable, qui prétendent ne pas y toucher, quoi. C'est vraiment une autre approche. Et donc cette notion de compagnonnage et de parité en coaching est extrêmement importante. Pour donner un autre exemple, je vois beaucoup de coachs qui travaillent avec des entreprises, appelés par des entreprises pour traiter des risques psychosociaux. Bon. Alors c'est intéressant de voir ce qui se passe, parce que ces coachs sont des coachs qui ne gagnent pas grand-chose, qui sont un peu soumis par les entreprises en question, qui sont payés des cacahuètes, qui ont très peu de possibilités de confronter l'entreprise, qui les mettent en soumission, et eux-mêmes sont des risques psychosociaux, qui accompagnent des risques psychosociaux, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'ils sont mis dans une situation d'accompagner la souffrance qu'ils vivent eux-mêmes par rapport à l'entreprise, et souvent d'ailleurs ils travaillent beaucoup pour la même entreprise, qui s'appelle un lien de subordination. Ils ne sont même pas indépendants, le contrat est énorme et ils sont pris dans le jus de ceux qu'ils sont censés accompagner à résoudre. Donc il y a des tas de choses qu'il est important de regarder de près par rapport à ce genre de relation, parce que finalement, si on n'est pas conscient que le coach baigne dans le problème du client, en quelque sorte, et doit pouvoir l'accompagner vers la sortie de son problème, c'est pas évident, on va se tromper, là, on va commencer à faire de la psy. Alors sur le coaching individuel, je vais dire que non, je vais dire des tas de choses qui confondent un peu.
Mais un coaching réussi en France, un vrai coaching, un bon accompagnement réussi, le résultat est souvent que le client va démissionner. Si le client ne démissionne pas, vous pouvez vous demander si c'est un coaching réussi. Autrement dit, il y a quelque chose de systémique important qui est posé là, c'est que si je fais partie d'un système, et dans ce système, j'ai une certaine souffrance, une certaine difficulté, etc. Et quelqu'un va s'occuper de moi au point où je vais commencer à réaliser ce qui se passe et tout. Ben, si le système ne change pas, il va bien falloir que je gicle. Poser une question? Yes. Et si la personne se trouve dans un autre système qui n'est pas meilleur que le sien, parce que la réalité est la même partout. Alors, la question est de savoir, attendez, la réalité est la même partout, je conteste. Dans votre question, c'est intéressant de savoir quelle est la partie question et quelle est la partie réponse que vous avez déjà. Okay? Alors, si la personne évolue et décide de partir, ce n'est pas la même chose que de partir en courant sans avoir évolué. Elle est capable de démissionner sans coaching. Si elle évolue et elle part, a priori, ce n'est pas pour provoquer le même type de relation. Il y a des gens qui partent de système. On le voit quelquefois dans des divorces ou je ne sais pas quoi. Ils se séparent, ils partent en courant et ils réépousent exactement la même chose. Parce qu'ils n'ont pas évolué, ils n'ont pas changé et ils n'attirent pas autre chose et ils se méritent en quelque sorte. Il y a un genre de loi d'attraction, on appelle ça, qui est la même qui se passe entre un client et un coach. Donc ce n'est pas par hasard que le coach soit attiré par ce client, que ce client soit proposé au coach. Il y a un travail à faire chez le coach, mais si les deux, on pourrait dire, évoluent, ben celui-là va probablement sortir et le coach va probablement commencer à attirer d'autres types de clients, parce qu'il aurait évolué aussi. Plus chacun évolue, plus dans la vie, plus il va finalement offrir des possibilités de relation à des gens différents pour aller au-delà du chemin qu'il a fait. Il ne va pas répéter le même chemin, parce que ça voudrait dire qu'a priori, il n'a pas tellement changé. Alors la vie est ainsi faite que si on ne change pas, bien entendu, la même leçon nous sera reproposée, jusqu'à ce qu'on apprenne. Mais une fois qu'on a appris, il y a des chances qu'on passe à d'autres leçons, d'autres types de préoccupations. Alors ça, c'est pour la réponse à la question, je ne sais pas si c'est celle que vous avez posée. Alors, oui. C'est toujours dans le même thème, mais du coup, si on vient à faire un accompagnement, coaching Individuel, oui. Là on parlait. Ça peut être le cercle, il peut être aussi un cercle qui est créé par le client lui-même, enfin par la personne elle-même. Ah oui, oui, tout à fait. Elle n'est pas là pour rien. Là, vous êtes en train de dire à qui la faute. Ouais. Toutes les personnes dans un système participent activement au système dans lequel ils sont. Sinon, ils n'y seraient pas. On pourrait dire qu'il y a co-responsabilité. Alors, il peut dire pauvre de moi, jouer à la victime, etc. Ou peut être désigné comme le problème par tout le monde. Bon, tout ça, c'est connu, ça s'appelle les processus de bouc émissaire. Alors, soit elle change, le reste du système ne change pas, ils ont besoin d'un bouc émissaire. Donc, la meilleure façon, c'est de me dire, je pars ailleurs. Si j'ai vraiment changé, je ne vais pas me retrouver dans un autre système à bouc émissaire tout de suite, où je ne vais pas me retrouver dans le même rôle. Ce qu'on va voir, d'un autre côté, c'est que le système d'origine, celui-là étant parti, dans les 3 mois, il y a un autre bouc émissaire. Okay. Donc il va être remplacé, on va avoir un X' là, qui, parce qu'on en a besoin, et le système n'a pas changé. Donc de résoudre les personnes, ça ne résout pas le process. On va voir que le process se répète. Okay. Donc ça c'est connu, lisez, je sais pas, René Girard, Les choses cachées depuis la fondation du monde, c'est un ethnologue français extraordinaire, René Girard. La violence et le sacré, etc., etc. C'est des choses bon, en famille. Dans toutes les familles, on va dire, il y a un bouc émissaire. C'est celui dont on parle quand il n'est pas là. Si vous voulez savoir. Alors si vous ne savez pas qui c'est peut-être vous, parce que... Alors,
on circule un peu les trucs pour ne pas rentrer dans un débat, mais je reviens. Juste une question de compréhension. Pour vous, un système, est-ce que ça peut être un service ou c'est l'entreprise? Est-ce que l'entreprise génère le système, le macrosystème? Là, un système, si on est... c'est n'importe quoi qui a une frontière externe. Ça peut être une cellule biologique, ça peut être un corps humain, ça peut être un pays, etc. Et c'est intéressant de savoir de quoi on parle, parce qu'il y a des systèmes dans des systèmes dans des systèmes. Okay. Donc si on a un regard comme ça, on pourrait dire ici c'est un service, mais si vous avez, ce service fait partie d'un département, dans le département vous avez plusieurs services, vous pouvez dire quel est le service bouc émissaire qui sert de poubelle pour les autres, et quel est le département poubelle. Donc on change de niveau, il ne faut pas s'y perdre. C'est juste une question de langage, parce que tout à l'heure vous avez dit démission, et dans l'esprit de certains, démission c'est quitter une entreprise. Oui. Or, ça peut très bien être quitter un service. Ça peut être quitter un service. Alors ça arrive, et on va voir quelquefois que celui-là, bon, chez nous on ne vire pas, on le déplace, il va dans un autre service et tout va bien, il a changé. Et dans le service d'origine, il y en a un autre. Donc là, c'est intéressant parce qu'on va se dire que c'est un service qui crée des boucs émissaires, et de l'autre côté, lui n'en est pas. Mais il était le plus fragile ou le plus sensible, etc. Et donc il se fait choper. Donc comment accompagner les gens, c'est intéressant. Mais je veux dire, tout ça, c'est des réflexions stratégiques. Et c'est là où, en fait, c'est intéressant en tant que coach de se dire, quand on me demande de faire quelque chose, il ne faut pas le prendre à la limite au niveau de surface, il faut se dire quelle est la dimension stratégique et systémique de cette affaire. Et par exemple, une fois, un patron m'a dit, je vais dans mon service, du type, c'est vraiment mauvais de chez mauvais, le service a une mauvaise réputation, tout le monde dans l'entreprise le connaît, c'est un peu le fou du roi, etc. Je perds ma crédibilité. J'ai dit, bon, s'il n'était pas là, pour attirer toute l'attention négative, qui la recevrait d'après vous? Et il s'est tout de suite rendu compte qu'en attirant l'énergie négative, il le protégeait. Et du coup, il a décidé, je vais arrêter de lui dire de changer ou de partir ou je ne sais pas quoi, j'en ai besoin dans mon service, finalement ça me protège. Un bouc émissaire a l'air d'être une victime, il sauve le système à un deuxième degré. Parce que, comme dans une famille, je veux dire, s'il y a un enfant qui va mal, ça attire l'attention des parents, les autres ont la paix. Ils ont moins d'attention, mais ils ont la paix. Ça permet quelquefois d'attirer de l'énergie négative. Il y a des dictons comme ça, moi, qui m'amusent. En France, quand il y a un couple qui va mal, il y a des gens qui disent ce qu'il leur faudrait, c'est un enfant. Un enfant malade, c'est mieux. Parce que ça attire. Finalement, ils sont obligés de s'entendre, alors que là, ils se tirent la gueule. Excusez-moi, enfin bon, donc ça, c'est des réflexions en termes systémiques. Il ne faut pas tout de suite prendre un truc isolé et de se dire, comme en science exacte, on va l'isoler, se parler de sa personnalité, comme si le système autour de lui n'y était pas pour quelque chose dans la stratégie de l'ensemble. Alors, pour revenir à notre biais, on va dire, le coaching, souvent, alors on disait que c'est paritaire ou accompagné, il y a le côté, ça c'est très important. C'est une relation où finalement il y a un genre de coalition qui se fait entre le coach et le client pour faire un genre d'exploration commune de ce qui nous préoccupe dans la vie, dans notre métier, etc., et avancer ensemble. On n'est pas face à un client pour rien, le client n'est pas face à nous pour rien. Tous les coachs attirent des clients particuliers. S'ils s'arrêtent 10 minutes pour se dire quel genre de client j'attire, il y a des coachs qui attirent que des clients affectifs. D'autres, c'est que des matheux carrés dans le contenu et dans l'analyse. D'autres, etc., etc. Donc c'est intéressant de savoir pourquoi j'attire ce genre de client. Qu'est-ce qui m'est offert d'explorer en moi? Parce que c'est pas un peu chez le client que ça se passe. Et comment, éventuellement, on a des choses communes à traiter ensemble. En fait. Ça, c'est le côté vraiment paritaire dans
dans la recherche partagée au coaching. On va aussi souvent dire que le coaching travaille en émergence. C'est des stratégies qui fonctionnent avec de l'émergent. Alors l'émergence, ça veut dire quoi? Entrer. Hein? Je dirais plutôt sortir. Sortir. Alors c'est... Qui se développe. Alors ça vient, étymologie, hein, étymologie. Étymologie. Qui surgit du fond de la mer. Émerger. C'est le contraire de submerger. Émerger, donc ça vient du fond. Ça remonte du bas vers le haut. Et le coaching donc accompagne des phénomènes et des stratégies émergentes, va permettre de trouver des solutions émergentes, autrement dit des choses dont on n'était pas conscient. On pourrait dire au niveau corporel, c'est pas un machin qui se passe dans la tête. Si c'est émergent et ça vient du fond, ça va venir des tripes, ça va venir du cœur, ça va venir d'où vous voulez en bas, mais c'est pas du top-down comme on dit. C'est pas du cérébral. C'est pas du direction, c'est pas du directif. Autrement dit, en coaching, on ne donne pas de solution, on ne pousse pas, on ne tire pas, on n'a pas de projet sur l'autre, on va se mettre ensemble et on va créer des conditions pour qu'il émerge quelque chose que ni le coach ni le client ne savaient avant. Alors ça, c'est intéressant, mais si c'est rapporté au niveau de l'entreprise, au niveau systémique, ça veut dire quand même quelque chose d'intéressant, et là on va venir à la révolution digitale, parce que la soirée c'est pas seulement sur le coaching, c'est aussi sur la révolution digitale. Comment surfer sur la révolution digitale? C'est quoi la révolution digitale aujourd'hui? C'est l'utilisation de nouvelles technologies. Les nouvelles technologies, c'est l'outil qui permet quelque chose. C'est l'information? Créer de nouvelles connexions. L'universalité. Non, c'est le nom l'utilisation C'est l'effet de concret. C'est l'utilisation des communications numériques. C'est l'utilisation d'outils qui nous mènent dans un endroit qu'on n'avait absolument pas prévu. Autrement dit, aujourd'hui, il est possible d'avoir une communication transversale à travers toutes les frontières du monde, sans que ça remonte chez qui que ce soit. Tout le monde, au niveau de la base, a accès à l'information, a accès les uns aux autres, et c'est mondial. Avant, l'information devait remonter et redescendre. Ça facilitait le contrôle. Aujourd'hui, l'information n'est plus contrôlée. Elle est contrôlée par le système même qui le diffuse. Donc vous avez une connerie qui apparaît, qui est truquée, très vite. Il y a quelqu'un qui va vous dire c'est un hoax, c'est truqué, c'est faux. Non, on n'est pas contre. Donc il y a aussi vite de l'information qui est redressée, etc., dans une espèce de soupe qui est totalement transversalisée. Alors la transversalité, quand ça apparaît dans des systèmes, par exemple des pays, etc., ça crée du bouillonnement. Ce bouillonnement, petit à petit, a un effet sur ce qui était top-down avant. Ça permet de l'émergence. Alors qu'avant, c'était des directifs, en anglais, top-down, c'est du haut vers le bas. Aujourd'hui, il y a une remise en question, grâce à Internet, de tout ce qui était couvercle sur tous les systèmes. Donc on a la révolution arabe, il y a Wall Street machin, etc. etc. Et pas plus loin que chez nous, je veux dire, il y a un gouvernement qui est vraiment mal en point, et ça ne va pas s'arranger, et le suivant, ça sera pareil. Parce que la mentalité en haut, c'est je vous promets des choses que de toute façon, je ne vais pas faire. Mon objectif, c'est d'avoir le poste. Après, je vais bien pouvoir manipuler l'information. Et l'ennui, c'est que ça ne se manipule pas du tout et ça circule partout, tout le temps. Et les anciens systèmes de gouvernance sont complètement dépassés. Ils sont débordés. Okay.
Alors il ne faut pas prendre l'outil pour le résultat. Autrement dit, aujourd'hui la révolution Internet, c'est pas savoir aller sur Facebook et raconter des conneries et faire voir des photos de ses chats, c'est pas ça. Mais ça permet d'avoir de l'information en direct tout de suite. Alors ce qui se passe, les plus dans les entreprises qui vont dans ce genre de domaine aujourd'hui, c'est dans le marketing. Autrement dit, ils peuvent faire du marketing viral immédiat. Je travaille avec quelqu'un chez Danone que vous connaissez peut-être, c'est des choses qui se passent, comment ça s'appelle, Spider-Man, ceux qui dansent devant les vitres, etc., etc. Ce sont les pubs qui ont été le plus vues dans l'histoire de la publicité depuis la nuit des temps. Pourquoi ? Parce que ça parle au cœur, c'est rigolo, tout le monde se le zappe, etc. Ça fait le tour du monde pour pas un rond. Ça pose autrement la notion de la publicité. Ça pose autrement toute la notion de l'information. Alors c'est quand même un peu top-down, mais il y a du retour possible, c'est-à-dire qu'en travaillant avec certains outils, on peut avoir en live de la réaction de toutes les personnes qui ont vu la pub. On peut tout de suite s'adresser donc au public qui a regardé, savoir quelles vont être leurs habitudes d'achat, la distribution de la marque, etc., etc. Il y a beaucoup plus de liens aujourd'hui en direct live, ça passe plus par les journaux, ça passe plus par de l'achat d'espace, ça passe plus par la télé. Tout le monde a accès à ça. Ça, c'est donc la réalité du digital. Je peux être en communication directe avec quelqu'un du Mexique, je veux dire demain. J'ai pas besoin de passer par des chambres de commerce, faire des ronds de jambes auprès de gens qui vont me dire je vais vous introduire. Je suis introduit. Tout le monde est introduit partout. Il est possible d'avoir par Internet des entrées partout. Aujourd'hui, c'est de plus en plus, on le voit, les gens qui trouvent du travail, ce n'est pas des gens qui vont à la NPE. Les gens qui trouvent des appartements, ce n'est pas des gens qui vont passer par des agences. C'est en direct. C'est en direct de plus en plus. La notion de réseau est beaucoup plus importante que la notion, on pourrait dire, de couche hiérarchique. Alors, il y a une histoire sociologique, on pourrait dire, même sans Internet, c'est-à-dire que si vous regardez au niveau sociologique, au niveau mondial, dans les grandes villes, dans les années 70, ils ont dépassé un cap de 50%. Dans les années 70. 50% des familles étaient des familles recomposées, décomposées, reçues, etc. Dans les grandes villes, au niveau mondial. Ça a un effet, ça. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si vous êtes issu d'une famille normale, il y a des enfants, il y a des parents. Et puis on pourrait dire, historiquement, font partie d'un autre truc, etc. Alors ça ne se dessine pas comme ça au niveau des familles. Ils font des arbres généalogiques, on met des garçons comme ça, là, et puis celui-là épouse quelqu'un d'autre, et puis il y a des enfants, etc., etc. L'arbre généalogique, en fait, détermine comment on pense à des organisations. Un arbre généalogique, c'est dans le temps. Une organisation, tout ça, c'est au même moment. Mais avec cette approche familiale, qui était traditionnelle, c'est-à-dire, on peut très bien savoir qui vient d'où, etc., on fait un schéma. Aujourd'hui, si vous prenez une famille, on pourrait dire 2 enfants, alors comme je suis en train de faire ça, c'est pas du tout ça, il y a 2 enfants qui sont issus d'un couple. Voilà. Mais il est fort possible que dans cette famille, cette personne soit à son 2e ou à son 3e mariage. Et qu'il y ait des enfants en pointillé de ces mariages précédents qui font partie de cette famille en time sharing, comme on dit.
et qui soient dans du multiple reporting, ceux-là s'étant remariés aussi, et ayant fait d'autres enfants, mais avec quelqu'un qui était précédemment, etc., celui-là était précédemment, etc. Autrement dit, on est en train de parler d'une seule génération, mais il y a déjà une complexité transversale qui commence à exploser le schéma. Et quand on est issu de ce genre de système, finalement, il y a des gens qui sont en time sharing qui savent très bien que si on n'a pas ce qu'on veut d'un côté, ben on peut le demander de l'autre. On peut jouer dans le système parental. Et si je suis un parent pas trop idiot, je peux dire à un des enfants, tiens, j'ai besoin d'une chignole, est-ce que tu peux travailler le réseau pour en trouver une? Il va en parler dans son réseau qui est un vrai réseau de soutien. Et ils vont chercher ce qu'il nous faut. D'ailleurs, ils se les taxent les uns les autres, ils appellent ça taxer. Hein. J'ai un fils, j'étais chez un de ses amis, il avait ma veste en cuir. Je lui dis, attends, c'est ma veste. Il dit, ah, je croyais que c'était celle de ton fils, je l'ai taxée. Mais mon fils l'avait taxé. Donc il y a des choses qui circulent, il faut mettre des élastiques partout. Hein. Parce que c'est une autre culture ici. Alors si on n'est pas intelligent, il va falloir que vraiment on s'entende pour suivre ce genre de choses. Et quelquefois, je veux dire, si on est intelligent, on va même inviter les pièces rattachées, qui peuvent se rapporter, les pointillés, voire on va s'organiser par immeuble, il y a des trucs qui se passent. C'est toute une autre organisation sociale qui apparaît dans les villes depuis les années 70, les grandes villes. Ce genre de culture est plus importante donc et plus similaire entre Paris, Londres, Berlin, New York, Los Angeles, qu'entre Paris et Aix-en-Provence. Il y a plus de similitudes dans le monde entre des villes provinciales. Il y a une culture qui émerge au niveau des grandes villes. C'est une culture cohérente avec la culture digitale. Plus on est digital, plus besoin d'être dans les grandes villes. Mais les postes, etc., aujourd'hui, qui sont les postes importants, c'est plutôt dans les grandes villes. On va plus facilement de Paris à Londres, à New York, etc., en mouvement latéral, que des gens vont venir de Lyon à Paris, ou de Paris à Lyon. Donc il y a un changement de la géographie mentale, on pourrait dire, dans le monde. C'est avec la révolution digitale. Ça pose des tas d'autres choses, en fait, si on commence à réfléchir autrement. Alors, par exemple, si on dit le pilotage du changement, qui est responsable du pilotage du changement dans les entreprises? Anciennement, c'était les services des structures. Alors? Anciennement, c'était les services des structures. Oui, oui, oui. Qui pilote le changement aujourd'hui? Qui dit piloter le changement? C'est réparti. Le dirigeant. Le dirigeant. Ou un manager. En tout cas, c'est censé être dans le comité de direction ou proche. C'est le centre qui pilote le changement. Est-ce qu'il est distribué en fait? C'est distribué? Il est distribué parce qu'en descendant, à chaque niveau, il manage le changement de ses subordonnés. En descendant. Top down. Ce qu'on prend soi. Ouais. Alors, si vous avez un regard biologique sur les choses, c'est intéressant, et un regard systémique. On prend une cellule biologique. Au milieu, il y a le noyau. Dans le noyau, l'ADN. Quelle est la fonction de l'ADN? Lancer les informations. Pardon? Lancer les informations. La mémoire. Les informations. Diriger en fait. La pérennité du système. La pérennité du système. Continuer l'ensemble des informations. C'est assurer que sur des générations, rien ne change. Ce qu'on dit pérennité du système, c'est dans la reproduction, s'assurer que cette reproduction soit gardée telle qu'elle le plus longtemps possible. On va jusqu'à dire que s'il y a changement OGM, etc., c'est pas bon parce que c'est trafiqué, il faut garder. C'est une fonction foncièrement conservatrice. Pas uniquement. Foncièrement conservatrice. Ce n'est pas le rôle de l'ADN que de se changer tout le temps.
Il y a des changements qui se passent au niveau de l'ADN, au niveau biologique. Mais ce qu'on constate généralement, c'est qu'un virus rentre par décision de la frontière externe qui laisse rentrer le virus. Et ce virus va petit à petit, éventuellement, rentrer là-dedans et muter complètement l'ADN. On va dire c'est mal parti parce que ça va être un cancer ou je ne sais pas quoi, mais ça peut être aussi une mutation salutaire de temps en temps. Mais il faut voir que ce n'est pas l'ADN qui a décidé de laisser rentrer ce changement. Alors faisons un grand saut en allant dans les organisations. On va voir que on prend les pays, la plupart des révolutions n'ont jamais démarré dans le gouvernement. En général, ça vient de la périphérie. La fonction du gouvernement, c'est de s'assurer de garder sa place le plus longtemps possible, d'augmenter son confort, son parachute, et éventuellement s'assurer que ses enfants vont prendre sa place en créant des dynasties. Ça, c'est la fonction des élus. Vous avez 100 jours, ils sont élus en faisant des promesses, parce qu'il faut respecter quand même les formes. Dès qu'ils sont arrivés, il y a 100 jours où éventuellement ils vont faire quelque chose parce qu'ils ont l'air pâles. C'est la même chose dans les organisations, c'est-à-dire que les propriétaires, les actionnaires vont mettre en place un directeur général en disant mais tu changes. Pendant un temps, il va commencer à changer les choses, mais il va subir la résistance du système autour de lui, ce qu'on appelle le comité de direction. Il va devoir changer tout le monde dans le comité de direction, qui va devoir changer tout le monde au-dessous. Et puis petit à petit, ils vont s'installer. Un an plus tard, il n'y a plus rien qui change parce qu'ils sont installés. Et c'est là qu'ils commencent à annoncer « nous pilotons le changement ». Autrement dit, il ne faut pas prendre des paroles pour des actes. Les gens qui annoncent piloter le changement, c'est très intéressant. Moi, je serais dans un comité de direction, je dirais oui fort, je pilote le changement, vous en voulez, vous adressez à moi. Ça me permet de le contrôler et de le tuer dans l'œuf. Parce que si le changement commençait ailleurs, là, je ne pourrais pas le contrôler. Donc il faut quand même voir que si vous voulez qu'il y ait de la grande transformation, ben faites en sorte qu'elle démarre dans les périphéries lointaines. Trouvez un cheval pas trop mauvais, éventuellement proche, généralement dans les pays, on va voir que c'est les frontières les plus proches de voisins éclairés. Donc en Roumanie, par exemple, c'était à Timișoara, c'était les plus proches de la Hongrie. C'est pas venu du côté de la Roumanie qui était proche des Russes. Et ils sont montés sur la capitale. C'est une fausse révolution, comme beaucoup de révolutions. Hein. C'est des fausses révolutions. On voit ça après. Mais le changement n'a pas été, à l'origine, ne vient pas du centre. Dans les comités de direction des entreprises, c'est pareil. Donc si vous avez un dirigeant éclairé et il veut apporter du changement, il va devoir lutter contre ce comité de direction. Si vous avez un RH éclairé qui veut mettre en œuvre du changement, il va devenir bouc émissaire. Yes. J'ai une question. Dans les entreprises, justement, par exemple, dans la culture de changement de culture de service, et on travaille plus sur les collaborateurs que sur le management. Oui. Donc c'est émergent. C'est émergent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se dit, on sort les dirigeants et on travaille au niveau transversal, il y a autre chose qui se passe. Cela dit, si vous avez une bonne équipe bien soudée, etc., qui tient le truc, ils vont continuer. Donc, à la limite, il faut prendre la couche au-dessous pour faire péter. Plus on commence en bas, en fait, avec quelque chose d'émergent, à créer ce que moi j'aime bien appeler une conspiration. Dans le sens étymologique du terme. Une conspiration, c'est pas contre. Une conspiration, c'est pour. C'est une aspiration collective. Généralement, dans les grandes révolutions, il y a une périphérie qui commence à avoir une grosse aspiration.
de liberté, etc. etc. C'est pas contre le gouvernement, c'est pour la liberté. Le gouvernement ne serait pas trop con, il dirait nous aussi, allons-y. Il s'y joindrait. Okay. Donc si on essaie d'étouffer une conspiration, ça risque de faire mal, parce que si elle est assez importante, comme on voit dans les pays arabes, etc., ça va faire péter les couvercles. Mais il se passe aujourd'hui, grâce à Internet et la révolution digitale, la possibilité de commencer à échanger sur nos aspirations segmentées et développer des aspirations collectives. Et ça commence à monter, ça commence à monter. Donc, on peut l'accompagner si on n'est pas trop bête. Ici, ils ne sont pas 3.0. Pardon ? Si la population qu'on accompagne, ils ont du mal à comprendre le système de réseau. Non, non, mais ça se passe sans qu'ils aient compris. C'est-à-dire que ça se passait déjà à une certaine époque. Je veux dire, il y a des réseaux qui ne sont pas .0. Al-Qaïda, ils n'ont pas leur truc en se baladant dans le désert. Hein, ils ne sont pas bêtes. Ça peut être... donc, des systèmes en réseau. Al-Qaïda, c'est un excellent système en réseau. Hein. C'est-à-dire ça émerge là où on s'y attend moins. Il n'y a pas de tête. Tout le monde veut trouver le patron pour lui couper la tête, etc. C'est des systèmes centralisateurs qui pensent comme ça. On va trouver la capitale, on va les bombarder, puis on n'aura plus de problème. C'est faux, avec une hydre. Les systèmes en réseau, ça apparaît, ça disparaît, etc. C'est émergent. Donc aujourd'hui, il se passe quelque chose comme ça. C'est une remise en question de l'ensemble, on pourrait dire, de la base de la gouvernance des systèmes dans le monde petit à petit. Qu'est-ce qu'on fait pour se préparer à ça? Et je vous signale que les entreprises les plus digitales, ce n'est pas les entreprises qui utilisent des technologies, ça vient avec. La technologie est utile. C'est des entreprises qui sont menées de plus en plus par la base. Où la base a vraiment la possibilité de conspirer ensemble vers une aspiration collective et va faire remonter dans un contexte qu'ils ont bien compris, avec un esprit bien solide, va faire remonter finalement ce qu'ils veulent mettre en œuvre. Yes. Juste pour vous taquiner, en fait, quand vous êtes en train de faire une promotion pour le syndicalisme, le syndicalisme... c'est une provocation. Le syndicalisme, dans les pays où il y a une énorme administration, ressemble à l'administration et n'a rien à voir avec suivre ce que veut le peuple. Le syndicalisme est là pour se reproduire, durer, augmenter son confort et mettre en place ses enfants pareils. Autrement dit, il y a une cohérence entre deux parents qui tiennent ensemble, c'est comme de dire la gauche et la droite, ils sont pareils. Ça n'a rien à voir avec les aspirations de la base. Et c'est pour ça que petit à petit, le syndicalisme perd autant sa crédibilité que le reste. Donc de ne pas se tromper en termes de ce qu'on regarde ou pas. C'est l'ensemble de la base qu'il est intéressant de sentir, d'accompagner et de voir dans une dynamique collective. Est-ce qu'on peut faire un lien avec ce que vous dites, avec ce qu'on appelle l'empowerment? Bah oui, mais l'empowerment, que je sache aujourd'hui, c'est que les gens de la direction qui en parlent. L'empowerment est un concept paradoxal. Empowerment, c'est... Donner du pouvoir. Le quoi? Donner du pouvoir. Donner du pouvoir. Le pouvoir d'agir. Donner du pouvoir d'agir. Ah. Ça veut dire quoi? C'est la décentralisation des Ne pas décisions. centraliser le pouvoir. Alors c'est très différent. C'est comme si je vous disais, faites quelque chose de spontané là tout de suite. Allez, tout le monde fait quelque chose de spontané. C'est pas plutôt créer un environnement positif pour que la Qui base, permet. qui permet à la base de faire remonter, donc de faire émerger les bonnes C'est idées, créer les bonnes l'environnement décisions, pour que les gens puissent assumer le s'exprimer, pouvoir qu'ils s'exprimer. ont, sans qu'on mette un couvercle dessus. Autrement dit, la notion d'empowerment est une notion top-down. Ah, bah Oui, je leur donne le pouvoir. Donc il a... Si je donne le pouvoir, c'est que je pars du principe que je l'ai, que je peux le reprendre quand je veux. Ok? Je décide d'ouvrir les portes ou pas. Ah oui, oui. Autrement dit,
c'est pas la même chose que de créer un environnement qui va permettre à ce pouvoir de monter. Aujourd'hui, l'ennui, c'est qu'on a créé un environnement où on étouffe tout le pouvoir. Alors concrètement, Ok. quels sont les outils pour Concrètement, comment on étouffe le pouvoir? comment on écoute la base? Tous les systèmes, attendez, tous les systèmes centralisés des organisations sont des couches d'étouffement les unes après les autres, pour encadrer les gens. L'essentiel du management intermédiaire a un seul rôle, c'est appliquer l'encadrement top-down, contrôler et s'assurer que rien ne dépasse. Le recrutement, c'est pour trouver des gens qui vont rentrer là-dedans et pas faire de bruit, parce que sinon ils ne s'adaptent pas à notre culture. C'est pas trouver des gens qui vont être décalés et qui vont remuer le système. C'est des gens qui vont le coller le plus possible à un poste de définition de vente et pas dépasser avec des trucs imprévisibles. Autrement dit, ce qui aujourd'hui est la fonction principale de les entreprises, c'est le contrôle, le contrôle, le contrôle, le contrôle. Et après on dit, mais qu'est-ce qui leur arrive? Ils sont malheureux. Ben oui, ils ont énormément de pouvoir qu'ils ne peuvent pas exprimer. Ils ont des envies, etc. Partout, mais pas là. Donc on finit avec des légumes et on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ils ne sont pas motivés? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour ça? Ben, c'est déjà avoir un regard systémique et pas faire des choses qui consistent à traiter les symptômes. Certaines entreprises ont beaucoup plus de symptômes que d'autres. On va les voir, hein, les entreprises à risque psychosociaux, c'est pas la peine de les énumérer, on les connaît toutes. C'est pas Google. Il y a des risques psychosociaux qui ne sont pas traités. C'est le management qui crée les risques désignés. Mais ceux qui pètent ne sont pas ceux qui font marcher le système qui fait péter les gens. On ne traite pas au bon niveau. On traite le symptôme de quelque chose de malsain. Est-ce qu'une entreprise comme Google, Pardon ? est-ce qu'une entreprise comme Google, qui a son siège, on va dire, aux États-Unis, peut développer en France, dans sa filiale, les mêmes symptômes que d'autres entreprises françaises qui n'ont rien à voir dans le domaine? Pas dans l'extrême. S'ils embauchent des Français, etc., il y aura des éléments culturels locaux, mais ils ne vont pas ressembler à une administration privatisée dans les 10 dernières années. Ils ne vont pas avoir 80% de FO pour dire comment est la direction. On dit, plus votre syndicat est fort, plus vous savez comment est la direction. On n'a pas de syndicat qu'on ne mérite pas. Donc il y a des systèmes qui se méritent. Google n'ont pas de main. Moi je dis Google comme ça peut être aussi des tas d'autres entreprises. Donc, pour revenir à une question qui a été posée, comment peut-on amener le changement? Alors, il y a une vision qui consiste à dire qu'il faut commencer au niveau du comité de direction. Parce que si on commence ailleurs, ça ne sert à rien parce que le comité de direction va le tuer dans l'œuf. Ben, je ne suis pas sûr. C'est-à-dire que j'ai quand même pas mal d'expérience où en travaillant dans un pays plus lointain de la direction, etc., dans une filiale, on peut amener à une réussite importante de quelque chose de périphérique qui du coup devient central et du coup devient un modèle et que d'autres veulent copier, etc. Et ça crée un mouvement que la direction va être obligée de suivre. Donc la stratégie indirecte, et on pourrait dire homéopathique, peut être très très intéressante. Alors quelquefois aussi, c'est de dire, ben, si on veut commencer par le centre, il faut commencer avec un patron qui veut. Et là on va dire, bon, il faut coacher le patron, mais encore faut-il qu'il le veut. Cela dit, si on coach le patron et il le veut, il va être entouré d'une première couche, le comité de direction, qui va résister comme c'est pas possible. Et là, les stratégies sont évidentes. C'est-à-dire qu'eux-mêmes vont dire, bon, votre truc c'est très intéressant, mais il faut commencer par nous. Quand on commence par eux, c'est le lieu le plus résistant de l'organisation. Ils vont tout faire pour que ça ne marche pas. Si par malheur ça marche, ils vont dire, bon, ben, on va le décliner, mais pas tout de suite parce qu'il y a d'autres priorités. S'ils fixent des dates, ça va être reporté. Si c'est reporté, petit à petit, ça va devenir autre chose. Et l'année suivante, il y a d'autres priorités, on a tout oublié. Donc ils s'arrangent facilement pour que ça ne se décline pas quand ça marche. Une autre stratégie, c'est de diriger
le consultant ou le conseil ou le coach sur le lieu où ils sont sûrs que ça ne marche pas. Autrement dire, ah, vous faites du travail en équipe, justement, on a une équipe, mais alors de merde, rien, tout le monde se cassait les dents dessus, allez-y, si vous y arrivez, on verra pour le reste. C'est comme si je suis coach d'équipe de basket, j'ai dit, je peux vous amener à gagner, je dis, d'accord, on a un bras cassé dans le coin, tu le répares, puis on en reparlera. Je veux dire, on ne peut pas développer une équipe qui gagne en travaillant sur le pire, on travaille avec les meilleurs, ça va aspirer le reste. Donc il y a des tas de stratégies finalement d'intervention qui sont parasitées par les entreprises et ils voudraient être totalement conservateurs et s'ils ne prendraient pas autrement. Alors comment faire quelquefois, moi, je veux dire, si on me dit tiens faites un travail avec le comité de direction, je dis, bah, pourquoi pas faire tout de suite plus fort. Autrement dit, prendre les 70 du top, les 80 du top, d'un coup, tout de suite. Oula! Et là, on va voir la résistance vraiment s'exprimer. C'est dangereux. Qu'est-ce que vous allez faire minute par minute? Quel est le message que vous allez leur dire? Ah non, il faut changer ce message, etc. etc. Vous allez voir toutes les stratégies de contrôle. Ils disent qu'ils veulent du changement. En fait, ils veulent contrôler tout changement. Alors, quelquefois, quand même, par stratégie, on y arrive. Mais c'est mettre le plus de gens possible dans la salle, pour répondre à la question, je finis, plus de gens possible dans la salle, créer des feux qui vont créer une énergie de conspiration collective, non pas contre la direction, mais pour quelque chose, c'est centré sur un projet porteur, etc. Et là, plus vous avez une masse autour d'un projet porteur, mais sans une hiérarchie contrôlante, plus vous avez des chances d'enclencher quelque chose de différent. Yes. En fait, je crois que vous avez répondu, parce que moi je me demandais quel était à quoi on mesurait le succès d'un coaching collectif, parce que vous avez parlé du coaching individuel, et tout ça, ça me semble très collectif. Donc, alors oui, mais il y a l'individuel, personnellement, c'est très intéressant au niveau individuel. Mais vous ne changez pas le collectif. Okay? C'est comme de dire, tiens, je vais faire une thérapie familiale. J'y vais tout seul. Ça ne va pas changer la famille. Alors, pire, c'est si tout le monde sait dans la famille que je suis en thérapie, ils vont me dire, puisque j'ai les moyens, c'est à moi de changer. Ils sont d'accord que je ne suis pas responsable de tout, mais puisque je suis en thérapie, tiens, travaille là-dessus, etc. Donc, celui qui a les moyens devient responsable. Si vous avez un patron, c'est tout à fait paradoxal, j'ai eu un patron qui m'a dit ça une fois, voilà, j'ai besoin de coaching individuel. J'ai dit pourquoi faire? Il dit je ne délègue pas, tout le monde me le dit, je ne sais pas déléguer. Et donc il me propose de faire du coaching pour apprendre à déléguer. Alors j'ai dit non seulement vous faites tout, mais vous allez faire ça aussi. C'est totalement paradoxal. C'est-à-dire que tout le monde lui délègue le problème de délégation. Hein? Donc ils font comme avec le reste. Ils lui mettent tout sur les genoux. Alors si en plus il fait du coaching individuel, bah, tout le monde va attendre qu'il change, ça va durer des plombs, ils vont s'assurer qu'il ne change pas en lui mettant plus sur les genoux. Mais c'est de bonne guerre. Il le pilote. Il porte tout et il portera ça aussi. Donc il faut être clair au niveau systémique que beaucoup de choses sont dans le paradoxe. Il ne faut pas tomber dans les propositions paradoxales qui sont faites. Et ce n'est pas par méchanceté, je veux dire, les entreprises n'inventent pas ça en stratège, machiavélique, etc. C'est des simples stratégies de pérennité de système. On le voit au niveau de villes, de gouvernements, de pays, de personnes, d'entreprises, etc. Donc petit à petit, en étant systémique, en coach systémique, ça permet quand même de poser les questions un peu autrement et d'accompagner autrement, d'être plus créatif. Je pense que par rapport à sa question, c'est plus tout à l'heure. Sa question? Ouais. Vous avez consulté? Non, au début vous aviez dit que alors le meilleur coaching, c'est de le faire en équipe. C'est pour toute l'équipe. Ah non, c'est pas le meilleur. Si vous avez à accompagner une personne, le coaching individuel est très bien.
Si vous voulez changer une organisation, ce n'est pas le même sujet. Donc il faut avoir le client. Si vous voulez changer une équipe, ce n'est pas le même sujet, ce n'est pas une personne. C'est comme de dire, voilà, je veux changer la France, donc je vais prendre un Français quelque part et je vais le coacher. Changer la France. Non. C'est pas le même niveau. Donc au niveau système, c'est intéressant de savoir à quel niveau on s'adresse et pourquoi. Alors, le coaching individuel est très utile. Et on peut être systémique en coaching individuel. Mais c'est pas la même chose que changer l'équipe. Combien de stratégies, excusez-moi, combien de stratégies de résistance ou conservatrices sont conscientes? Ok. Quand vous rencontrez des managers, des patrons, et qui tiennent un discours quelconque, combien sont conscients du discours qu'ils tiennent? C'est pas vraiment le problème pour un coach. Le coach, c'est comment l'accompagner tout de suite. Autrement dit, je sais pas, le patron va dire je veux changer le climat dans mon entreprise, Mais etc. je vous coupe. Ouais. Donc, il n'est pas conscient. Est-ce que dans votre stratégie personnelle de com, vous essayez de l'aider à en prendre conscience? Non, pas de com, de coaching. Coaching, oui. Donc tout de suite, je vais réagir. Le coaching, ça démarre tout de suite. Donc il va me dire, je veux changer mon équipe. Je vais dire, bah, pourquoi faire? Pour qu'ils s'entendent bien ou qu'ils se connaissent mieux. Là, ça n'a rien à voir avec changer au niveau des résultats. Donc ils ne se connaissent pas. Et quand vous leur dites, je dois intervenir globalement... Non, je ne dis pas ça. Non, vous le dites Je pas. pose des questions. Donc quand je décris quelque chose, ce n'est pas une stratégie. C'est une description. Ensuite, la question, c'est quelle est la stratégie? Non, vous n'êtes pas d'accord. Donc, vous pouvez ne pas être d'accord, c'est ce que j'ai dit au début. Mais je vous décris des tas de choses ici que je ne décris à personne. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas du coaching. Là, vous répondez à ma question. Ça ne Ici, sert à ce rien. que je suis en train de faire, c'est une conférence. Un conférencier n'est pas un coach. Ça s'inscrit dans la formation. C'est comme une méta. Okay. Vous êtes Je extérieur, suis hein, là votre dans façon. un message top-down. Vous êtes là, vous prenez des notes. Ne mélangez pas tout, c'est pas du coaching ici. Si vous pensez que je fais ça avec des clients, ça n'a rien à voir. Ici, mon contrat, c'est de faire une conférence pendant 2 heures. Alors, si vous faites une conférence la même pendant 2 heures ailleurs et vous dites « je suis coach », non, vous êtes conférencier. Il ne faut pas tout mélanger. C'est la forme qui compte beaucoup plus que le contenu. Si vous pensez que le message que je vous donne, c'est la forme de ce que je fais, rien à voir. Je pensais que vous pouviez faire la même presse Non. Devant un comité de direction, par exemple. À éviter. Parce que le problème n'est pas ce qu'on dit aux gens, le problème c'est comment on les accompagne dans leur changement. On peut avoir tout à fait raison dans notre diagnostic et tort et on se fait virer. Autrement dit, la connaissance n'a jamais changé qui que ce soit. Je ne devrais pas dire ça dans une université. La première chose que ça n'a pas changé, c'est l'université. C'est pas du tout ça qu'il faut faire. Donc, je reviens à ma réponse, c'est-à-dire que je vais tout de suite lui poser des questions. À la limite, une des questions, c'est « Ok, je ne comprends pas tout à fait, ce qu'on appelle une stratégie de position basse. Si votre équipe a complètement changé, par exemple d'ici 2 ans, est-ce que vous pouvez décrire la différence entre dans 2 ans et aujourd'hui? Parce que je n'ai pas compris ce que vous voulez, à quoi vous voulez aboutir avec votre équipe. Et là, il va se taire. Parce qu'il n'a pas du tout posé la question comme ça dans sa tête. Ok? Et il a passé son temps d'ailleurs à décrire sa boutique avec des mots lénifiants, en me faisant une presse, comme vous dites, sur nous sommes ceci, innovants, machin, blablabla. Bla. Tout le monde est dans la presse. Merci. Mais c'est la question qui... Merci beaucoup, vous avez vraiment répondu à ma question. Bah voilà. Je me sens compris, merci. C'est pour m'arrêter, je crois. Alors, une autre pièce. Par rapport à la résistance justement du comité de direction, est-ce que vous avez dans votre expérience, justement, vous avez expérimenté une fois un comité de direction qui a réussi, qui au comité de direction, parce qu'ils ont contrôlé et commandé pendant toute leur carrière, parce que vous avez observé des changements radicaux chez le comité de direction? Ah oui, oui. Par du coaching collectif. Par de l'accompagnement collectif sur
vous en connaissez, je pourrais les citer, il y a des trucs. Ça va à la fois dans leur façon de travailler et dans les résultats, dans les finances, dans le business model, etc. parce qu'ils commencent à réfléchir autrement. Si on parle de comité de direction, en fait, il s'agit de faire la même chose. C'est-à-dire que dans un comité de direction, un des problèmes, vont-ils dire, c'est le patron. Et je le vois, par exemple, si je dis, au début, on commence, c'est vraiment fin. Je veux dire, ok, on est assis en cercle. Quels sont les objectifs que vous voulez atteindre dans le cadre de cette opération? Et ils vont tous me parler sans se regarder. Leur tour. Individuellement. Individuellement, ils vont répondre à la question en me regardant. Okay. Donc, dans la forme de démarrage de coaching, je remarque tout de suite qu'ils parlent en étoile autour de quelqu'un de central. Donc, je sais que ce pattern, c'est celui qu'ils utilisent d'habitude. Ils ne se regardent pas, ils ne se parlent pas entre eux, ils parlent au patron comme s'ils étaient chacun des silos. Okay. Donc tout de suite, je peux me dire quelle va être ma stratégie. On pourrait par exemple dire sur quoi est-ce qu'ils peuvent travailler ensemble sans que le patron soit là, sur quelque chose d'important pour eux tous. Un sujet chaud. Et on leur demande, on fixe les objectifs très clairement, et on leur demande combien de temps pour y aboutir, et on dit, tiens, le patron va sortir, moi aussi. Comment? Là, surprise, il n'y aura personne d'autre que nous dans la salle et il faut qu'on atteigne un résultat. Pétoche. Parce que jamais dans un comité de direction, ils sont dans cette situation. Autrement dit, ils adorent se centrer sur le patron pour se parler, ils prétendent s'entendre, mais en fait, c'est dans l'évitement. Vous leur mettez un sujet chaud, ils sont obligés de le traiter, ça va friter. Si ça ne frite pas, c'est qu'ils ont été encore dans l'évitement. Donc ce qui est intéressant, c'est de leur donner les moyens de bien traiter ce sujet, éventuellement se fâcher un peu, mais dépasser ça pour aboutir à un résultat ensemble. Sans le patron. On développe donc de la transversalité, c'est le début d'un changement culturel. Ils vont voir que s'ils changent, ils travaillent autrement, etc., chacun d'entre eux va vouloir faire la même chose dans son équipe. Or, dans son équipe, c'est la même chose, c'est tout le monde lui délègue le haut, mais ils ne travaillent pas ensemble. Autrement dit, ce qu'on va voir dans une cellule du corps, c'est comme dans le reste, et répété en process dans le reste du corps. Alors, au bout d'un moment, nous, on a bien étudié des process répétitifs qui se déclinent dans les entreprises. On peut commencer à travailler sur l'implantation de process viraux qui vont changer, qui vont modifier les process qu'ils ont. Je vous posais la question parce que j'avais en tête des exemples d'entreprises dites libérées. On a Savie en France, mais en fait il a viré quasiment tout le comité de direction en arrivant, donc la solution était radicale. Et puis des entreprises américaines, mais en fait qui ont été créées il y a 20 ou 30 ans. Donc en fait la culture, la transversalité est venue à la naissance de l'entreprise. Ça dépend des entreprises américaines. Alors, partez pas trop vite dans... Certaines. Ouais, partez pas trop vite dans des grandes catégories en disant américain-français, parce qu'il y a des grandes capacités de transversalité en France et pas aux États-Unis. C'est quand même une culture militaire top-down, tout en étant très gentil et chevire. Il y a des choses qu'on ne sait pas lire en tant que Français, mais ils sont en super contrôle quand même, les Américains souvent. Donc ça dépend vraiment de l'entreprise, mais c'est pas... Je pensais à Zappos ou à Gore-Tex qui sont des cas d'école. Oui, c'est des cas d'école. Alors il y a des cas d'école allemands, français, etc., d'entreprises super transversales, où il y a une intelligence vraiment qui se met en œuvre. Alors la clé, ça permet quoi? C'est-à-dire que celui-là n'est plus tenu par l'entreprise. Il commence à pouvoir faire des tas de choses autour et au-dessus, etc. C'est pas à lui de gérer le quotidien quand même. Il devient beaucoup plus stratégique, politique et prépare l'avenir. C'est excellent de libérer le patron pour qu'il puisse faire autre chose, mais pour ça, il faut qu'il s'entende. Alors, il préfère se battre pour aspirer le patron vers le bas ou jouer de la politique, et du coup, ça tue le potentiel de l'entreprise.
Donc il y a des tas de choses à faire en fait. C'est extraordinaire, yes. Est-ce que le coaching a atteint l'armée justement parce que ça paraît antinomique? L'armée? Oui, l'armée. Est-ce que l'armée utilise le coaching par exemple, ou est-ce que c'est possible d'ailleurs? Ça dépend. Imaginable. C'est tout à fait imaginable. Parce que la transversalité, c'est pas le genre de la maison. Non, quand vous parlez de l'armée, j'imagine que vous parlez de votre idée de l'armée et que vous généralisez sur l'ensemble de l'armée d'une part, et deuxièmement que vous généralisez sur l'ensemble du coaching, ce que je raconte ici. La plupart des coachs ne sont pas systémiques. La plupart des coachs font du coaching individuel palliatif, c'est-à-dire on leur dit qui coacher parce que c'est une panne et il a besoin d'aide, le pauvre. Okay. Donc le coaching a besoin d'évoluer dans une intelligence qui correspond quand même à sa mission d'origine. La grande majorité du coaching en France a été parasitée par des techniques psy et portée par des psys. L'origine de coaching n'est pas psy, n'a rien à voir avec la psy. N'a aucune définition psychologique. Pardon? Tu peux en dire un mot de ce point d'origine du coaching? L'origine du coaching vient du sport. Il y a deux pères fondateurs qui sont connus, tennisman. Et en gros, ils accompagnent des gens d'un point A vers tu veux devenir olympique. Okay. Si la personne dit j'ai mal au dos, ben, va voir un kiné. Le coaching en France, quand il a apparu en France et dans les années 90 aussi, il faut connaître l'histoire parce que j'y étais. Il y avait une association française de psychologie humaniste. Dans cette association qui regroupait des analystes transactionnels, PNL et j'en passe, gestaltistes et autres, ils se foutaient sur la gueule comme d'habitude. Le coaching est arrivé, la moitié a plié armes et bagages et a fondé l'association française de coaching en se cooptant comme des coachs. Ils n'avaient pas plus de formation que ça. Donc aujourd'hui, il y a de ces anciennes écoles de PNL qui disent qu'ils font du coaching, d'analyse transactionnelle qui disent de Gestalt qui font du coaching, et personne ne sait où il en est par rapport au coaching. Ça a fortement marqué le marché. Vous allez aujourd'hui, avec une bonne formation PNL et analyse transactionnelle, passer un examen à l'international coach fédération, vous ne passerez pas. Vous direz, oh, c'est très bien, mais ce n'est pas du coaching. Formez-vous au coaching et revenez. Ces personnes sortent d'écoles françaises qui distribuent leurs propres diplômes dans leur propre cadre de référence, créés de toutes pièces, où ils ont collé le mot coach. Donc cette historique particulière de la France marque le marché du coaching au point où les RH pensent que les coachs, c'est une façon raisonnablement gentille de dire celui-là, il a besoin d'un MC, soignez-le moi. Mais ça ne va pas plus loin. Ça, malheureusement, ça marque le marché français. Alors, ce n'est plus dans des stratégies tournées vers ce que le digital pose comme problème aujourd'hui. C'est pour soigner des pannes occasionnelles ici, etc., etc. Il se passe aujourd'hui une révolution digitale qui se trouve est totalement en cohérence avec le mouvement de coaching mondial dans un cadre de référence différent. Ça échappe aux trois quarts des Français. Autrement dit, c'est intéressant d'avoir une approche systémique et actualisée de ce à quoi sert le coaching après toutes ces psys qui sont utiles. Hein. Moi, je veux dire, si j'ai une phobie d'ascenseur, je vais voir un maître en PNL qui me soigne ça en 10 minutes. Ça ne veut pas dire que c'est utile, ça veut simplement dire que ce n'est pas du coaching. Donc, il y a des spécialités qui sont utiles. Le coaching en est une différente. On a une demi-heure avant la fin. Question-réponse, sans doute. Il y en a eu déjà, mais... Alors, on m'avait dit qu'il fallait décoiffer un petit peu, etc., être impertinent. Enfin, moi j'ai une question de je rebondis sur ce que vous dites. Qui a l'autorité légitime de dire ce qu'est le coaching? Personne. D'autant plus qu'on voit aujourd'hui même des coachs. Enfin, comment reconnaître du coup un coach qui est légitime de quelqu'un qui s'autoproclame coach et qui est payé? Alors, il y a différentes façons, parce qu'il y a des autoproclamations différentes. Par exemple, vous avez des coachs qui ne sont pas formés
et qui deviennent superviseurs d'autres coachs, parce que ça leur donne une crédibilité que de dire je supervise d'autres coachs, et qui montent une école de coaching, alors qu'ils n'ont jamais été formés dans une école précise et ils n'ont pas de certification. Donc c'est intéressant quand vous allez dans une école, de dire qui a fondé l'école, quelle est sa certification. Parce que l'école distribue son propre diplôme. Nous sommes des formations diplômantes. C'est intéressant. C'est comme si vous allez passer, je sais pas, dans une école de conduite, vous apprenez à conduire et à la sortie, on vous donne votre permis de conduire. Ça ne s'est jamais vu que les personnes qui vous forment vous donnent votre diplôme. Ça doit être des gens qui ne vous connaissent pas. Un système neutre, le b.a.-ba de ce qu'on appelle la déontologie. Alors, c'est navrant. Alors, vous verrez aussi une moitié des écoles qui disent si vous voulez devenir coach, il faut d'abord faire votre thérapie. Il faut faire votre développement personnel. Okay? Donc, ils mettent un espèce d'amalgame. Deuxièmement, moi j'ai fait beaucoup de thérapie. Hein. J'étais client en thérapie pendant des années. Je ne l'ai jamais fait parce que quelqu'un me mettait ça comme condition pour obtenir autre chose. C'est antithérapeutique, quand on connaît la thérapie, que de prescrire une thérapie à quelqu'un pour un but ultérieur. Tu veux rentrer dans mon entreprise, tu fais ta thérapie, tu veux m'épouser, tu fais ta thérapie. C'est du jeu de pouvoir. Il y a des écoles qui ne se gênent pas. Ça vous donne tout de suite l'esprit dans lequel ils sont. Ça s'appelle sectaire. Autrement dit, je me juge au-dessus, je m'auto-certifie et je distribue ma loi qui permet de disqualifier les gens tout en disant je vais les former à devenir des bons. Alors c'est assez énorme, il faut commencer à réfléchir. Il y a des critères, si vous réfléchissez, qui vont vous permettre de faire la différence. Mais soyez vraiment discriminants là. Yes. Je reprends bon. Donc vous dites que l'ICF c'est pareil, c'est autoproclamé. Non, l'ICF, à l'origine, il y a toujours un début à quelque chose. Okay? Mais l'ICF a monté un système de certification qui est neutre. Il ne dispense pas de formation. Il certifie des personnes et des entreprises ou des organismes de formation en n'étant pas partie prenante de ceux qu'ils évaluent. Autrement dit, j'ai été assesseur à l'ICF, j'ai passé des tas de gens qui voulaient devenir ACC, PCC ou MCC, jamais des gens que j'avais rencontrés avant. S'ils me connaissaient, ça posait problème. Donc j'ai passé des Canadiens, des Coréens, je parle bien anglais, d'autres personnes aussi, des francophones d'autres pays et des anglophones. Et jamais, rarement des Français. Si c'était des Français, je ne donnais pas mon prénom au début. Voilà. Je me dis qu'ils faisaient des associations, ça dessert la cause, quoi. Donc si vous avez un assesseur neutre qui n'est pas de votre école, qui n'est pas impliqué dans les résultats financiers de l'école, etc., ok, c'est pas pareil. C'est le b.a.-ba de ce qu'on appelle la déontologie. Enfin bon, ça c'est mon point de vue, hein. J'ai dit que j'allais être vraiment opiniâtre et poser les choses telles que je les vois. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de dire c'est yes. Donc, plus concrètement, entre guillemets, pour un chef d'entreprise ou pour les clients de son entreprise dans une action de conseil, comment surfer sur la révolution digitale? Est-ce que c'est proposer des solutions émergentes dans une approche systémique? Alors, pour moi, le digital, de toute façon, il est là. Autrement dit, il y a une énergie pas possible aujourd'hui dans les entreprises qui est présente, mais étouffée, qui n'attend qu'à être libérée intelligemment. Ça s'accompagne. Toutes les stratégies qui le permettent, coaching ou banque, et je veux dire, les outils le permettent. Monter des trucs internes avec des outils digitaux, de la formation, de l'auto-formation interne, des systèmes où ils se forment les uns les autres, etc. etc. Il y a eu des sites, même il y a longtemps, je me souviens, chez Ibis, ils avaient créé des ensembles, des petits ensembles de recherche locaux, etc. Ils mettaient les résultats de ce qui marchait dans tout ce qu'ils avaient expérimenté sur un site
européen. Tout le monde dans Ibis pouvait aller sur ce site et se dire, tiens, dans telle région, ils ont essayé tel truc, voilà les résultats. On avait le droit de poster que des idées à partir du moment où on avait des résultats. On ne postait pas des idées en disant, c'est génial, voilà mon idée. Il fallait la mettre en œuvre, mesurer les résultats avant et après, etc. Et à partir de là, dire, on a augmenté nos résultats de temps de cette façon-là. C'était posté sur le site. Il y a des choses qui ont fait boule de neige, mais énormes. Il y a des résultats, vous avez des exemples augmenter des résultats, c'est quoi? C'est le chiffre d'affaires ou sur le relationnel? C'est une idée qui apparaît dans un hôtel, ça peut être complètement con. Je donne une idée, il y a un hôtel, c'est pas chez Ibis, aux États-Unis, où il y a un responsable technique, dans les années 80, ça, qui a dit, j'ai une idée. Dans toutes les toilettes d'un hôtel de plus de 1000 chambres, il a mis des bouteilles pleines d'eau, 1,5 litre. Ce qui réduisait d'1,5 litre chaque fois qu'on tirait la chasse, 4 fois par jour minimum pour 1000 chambres. Les bouteilles, c'est gratuit, en plastique. Ok? Ça a réduit cette idée. Ça ne demande pas de technique de changer des machins, etc. Il n'y a pas de dépense. Ça a été tout de suite communiqué dans tous les hôtels du monde de cette chaîne. Mesurer la différence. Ça, c'est le genre de choses, dès que quelqu'un est ici, il a une idée, il en a. Il y a partout, avec des vendeurs et autres, vous allez remarquer qu'il y a quelqu'un qui a des idées. C'est généralisé, c'est mis en œuvre, c'est mesuré, c'est acté, il y a des résultats. Après, on en parle. Aujourd'hui, il y a peu de chances que ça sorte de sa bouche. Si ça sort de sa bouche, que ce soit entendu. Si c'est entendu, que ce soit validé. Etc., etc. Je veux dire, le contrôle dans les organisations dépasse l'entendement. J'ai un exemple pharmaceutique. Je travaillais avec une entreprise. Il y avait une pommade post-opératoire qui était bonne pour cette entreprise. Ils vendaient à des hôpitaux leur marketing hospitalier, etc., etc. Il y a un vendeur qui vend très bien, il n'y a pas d'hôpitaux dans son coin. Qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais? Il ne veut le dire à personne. En fait, il a fait le tour de tous les tatoueurs qu'il connaissent. Tous les salons de tatouage. Un truc post-opératoire, c'est excellent pour les tatouages. Il le dit au marketing, il va se faire taper sur les doigts, il dit à n'importe qui va se faire. L'entreprise préfère, le marketing préfère ne pas vendre pour garder le produit là où ils veulent, que de doubler les ventes. Ils ont découvert un peu plus tard que la même pommade est excellente sur les pieds de vache. Faut pas le dire dans les hôpitaux. Mais ils ont doublé les ventes. Ça, c'est de la créativité locale étouffée par l'organisation. Accompagnant ici, on fait des conspirations, on dit tiens, on a doublé les ventes. Comment? Vous ne voulez pas le savoir. C'est légal. On ne va plus voir les médecins, on va voir les vétérinaires. Quoi? Il n'y a pas de marketing pour les vétérinaires. Justement, on ne veut pas que vous vous en occupez. Et si jamais ça c'est tollé général, ça c'est vu, hein, dans le comité de direction, ils vont voir les pieds de vache, vous pensez, notre pommade. On peut arrêter demain, les ventes baissent de 50%, c'est pas un problème. Vous décidez. Et là, ils commencent à réfléchir autrement. Parce que les directions aujourd'hui, aussi bien des entreprises que de pays, ne sont pas préoccupées par des résultats, ils sont préoccupés par leur idéologie. Du coup, d'année en année, les résultats plongent, mais il faut que l'idéologie reste propre. Et l'idéologie, c'est l'idéologie marketing, machin. Les gens au-dessous, par définition, ils n'ont pas à réfléchir. On définit tout, on leur dit ce qu'il faut faire. Ils vont jusqu'à dire aux vendeurs, voilà le speech que tu tiens, voilà l'ordre dans lequel tu tiens, ça doit durer 8 minutes, etc. Combien de médecins tu vois dans la journée? Il ne s'agit pas de vendre, il s'agit de contrôler.
y avait une question par là. Une question qui est un petit peu plus pointue que celle des autres, à savoir, dans la révolution, les miennes, je parle des miennes, les révolutions digitales modifient énormément l'organisation des entreprises, avec particulièrement les nouvelles générations. Mais par contre, dans le management, il y a toujours une question qui est intelligence économique et brevet. Et comment, coaching, on peut essayer d'intégrer cette dimension. Autrement dit, le secret. Le secret. Pas le secret, c'est comment protéger un marché et faire du business, faire du résultat. Alors, la meilleure façon aujourd'hui au niveau digital de protéger son marché, c'est de le dépasser dans l'année et d'être dans la création de l'année prochaine tout de suite. Okay? Parce que dès qu'on dit protéger, on pense qu'on va garder la même chose pendant 10 ans, on va avoir une administration qui ne bouge pas, etc., etc. Et on a le problème qu'on a aujourd'hui. Okay? L'armée américaine va aujourd'hui jusqu'à dire qu'il faut ouvrir tous les trucs de secret. Parce que de toute façon, les gens savent que ça prend beaucoup plus d'énergie à prétendre que ça ne va pas sortir. Et que le résultat en interne, c'est que tout le monde est secret avec tout le monde. Donc il y a des tas de barrages internes. Du coup, ils ne communiquent pas entre eux pour s'assurer que l'information ne sorte pas dehors. Dans la plupart des entreprises omnibulées par le contrôle de l'information, vous avez des silos qui ne communiquent pas entre eux, dans lesquels il y a des personnes qui ne communiquent pas entre elles. Et du coup, vous avez une entreprise qui crève. Qui crève. Donc, c'est justement le débat. Aujourd'hui, il y avait l'information, IT, c'est technologie d'information, l'informaticien de service. Il voulait tout contrôler, c'est que les machines, que les logiciels qu'ils mettaient dedans, etc., etc., etc. Le résultat, aujourd'hui, c'est le contraire. Tout le monde apporte sa propre bécane, utilise le téléphone qu'il veut, etc. On s'en fout. Parce qu'on veut garder ces gens. Autrement dit, une entreprise aujourd'hui qui est digitale, qui doit devenir digitale, parce qu'elle ne va pas attirer les bonnes personnes, elle ne va pas garder les bonnes personnes. Tous les jeunes, ils vont partir ailleurs dès qu'ils ont l'occasion. Ça se passe déjà. Je veux dire, l'idéal d'un jeune Français aujourd'hui, c'est que j'ai fini mes études, je quitte le pays. Dans les entreprises, ça se décline partout. Autrement dit, comme dans un système, vous avez un hologramme, c'est fractal. Toutes les personnes dans les entreprises disent, si j'ai une opportunité, je me casse. Dans une autre entreprise, dans n'importe quoi, je me mets à mon compte. La motivation principale aujourd'hui de la majorité de la population, c'est si je pouvais, je partirais. Ils sont enfermés. Mais il y en a beaucoup qui partent. Donc ça, c'est quand même une hémorragie, ça s'appelle. Ça serait au niveau corporel, c'est pas la peine. Il y a quelque chose avant de boucher les trous, je veux dire. Il y a quelque chose d'assez important. On ne peut plus contrôler. Ils savent ce qui se passe, ils savent où il y a des marchés. Il y en a qui vont commencer une ferme en Pologne. Parce qu'il y a du raisin, il y a du, je ne sais pas en Pologne, mais enfin. Mais ils réfléchissent au niveau mondial maintenant, c'est fini. Donc la question pour les entreprises et le pays, c'est comment on va les intéresser, comment, c'est même pas les intéresser, les laisser s'intéresser à ce qu'ils s'intéressent tout seuls, mais les libérer. Bon, c'est vraiment un couvercle énorme qui a été mis sur les 20 dernières années, mais c'est effroyable. Yes. Dans la révolution digitale de l'entreprise, je viens après. Est-il nécessaire d'utiliser des outils de partage? Enfin, c'est pas l'outil qui fait le résultat. Hein. Mais à la limite, c'est leur dire aux gens quel est l'outil que vous voulez mettre en place, quel est l'outil que vous voulez chercher. Il y en a toujours un là qui va vous dire tiens, il y a un truc génial, ça vient de sortir. Je veux dire, si c'est des outils top-down, attention. Si c'est des outils qui émergent, etc., ils sont beaucoup plus au courant que les anciens du top. Hein. Déjà, au-dessus d'un certain niveau, c'est plus de 40 ans. Alors qu'est-ce qu'ils savent des outils qui marchent? Comme dans une université, on installe un outil de partage et les étudiants font leur Facebook. Voilà, ils partagent d'ailleurs. Ils partagent déjà. Il y avait des questions. Oui, c'était juste mon ordre par rapport à ce que vous disiez, c'est qu'effectivement, de plus en plus, par exemple, ce qu'on observe aux États-Unis, c'est que les gens sont plus salariés, ils sont freelance. Donc justement, par rapport à répondre à la besoin. Il y a des gens qui disent ça depuis un certain nombre d'années, c'est l'entreprise telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle va disparaître. Oui, ça, parce que tout le monde peut être freelance de tout le monde et monter, c'est des projets pot de yaourt.
Autrement dit, il y a date de péremption, on a fini, et chacun passe à autre chose, etc. Oui, mais c'est aussi un moyen de pallier le fait qu'aux États-Unis, vous puissiez être viré du jour au lendemain. Donc, peut-être, vous portez votre compétence et vous allez avant de revenir. Oui, il n'y a pas qu'aux États-Unis. Je veux dire, il y a mon fils qui est à Barcelone, il est sur une mission en informatique pendant 1 an. Après, il est freelance. Après, il trouve un autre truc parce qu'il sert de nettoyeur quelque part. Après, c'est-à-dire, l'idée qu'on rentre dans un métier pour une vie, voire pour 5 ans, c'est fini. La notion de métier va disparaître. Chacun va définir son propre métier. Autrement dit, il y a des choses qui sont en train de bouger, mais très très vite. C'est pas les États-Unis, hein, c'est partout. Yes. Oui, dans ce cas, je m'interroge sur le rôle des dirigeants dans un tel modèle qui aurait favorisé l'émergence. Comment peuvent-ils intervenir? Certes, ils peuvent réfléchir sur la stratégie, mais avec quels moyens peuvent-ils la diffuser? Comment ça... C'est une bonne question à leur poser. Autrement dit, ne marche plus. Non, mais si vous voulez tout structurer avant, vous allez créer une architecture qui est contradictoire avec l'énergie. Cette énergie remontante va créer son architecture intelligente. Ils sont à la fois, on peut leur dire, il y a une entreprise allemande où en fait chacun détermine son propre salaire en négociation avec son environnement. Et son environnement va lui dire, attends, tu as fait ça, ça et ça, tu sous-estimes ou tu surestimes ou je sais pas quoi. Et ça négocie tous les ans toutes les augmentations de salaire en transversal. Ça marche, c'est possible. Il y a des règles du jeu, ils les ont élaborées, ils les ont co-élaborées. Ça n'a pas été pondu par quelqu'un dans un bureau quelque part et appliqué top-down. Donc l'émergent concerne tout. Yes. Justement sur l'émergence, est-ce que vous pourriez revenir sur les modalités d'intervention justement par rapport aux organisations dans un contexte de complexité, donc en systémique? Est-ce que pour vous il est possible d'intervenir individuellement par rapport au collectif ou au contraire il faut absolument constituer une cellule collective, pas en face à du collectif? Parce que je l'ai ça dépend. Entendu, moi, ça dépend des objectifs. Alors quand je vous ai entendu, j'ai compris que pour vous, vous pouviez être un individu face à une... non, ça dépend. D'accord. Parce que dans le reflet, dans ce qui se passe dans une cellule d'intervention, on a quand même, pour une conscience du diagnostic d'intervention, il y a quand même ce collectif. Oui, Moi, je le dis comme ça. Oui. Qui fait qu'on... Est-ce que vous pourriez en dire un petit peu plus sur... Il y a plusieurs stratégies possibles, c'est-à-dire qu'on est tout à fait capable d'accompagner tout seul 50 personnes. Mais moi, je trouve ça génial parce que ça me permet d'être dehors au moins 6 heures par jour. Parce que je les aide à élaborer ce qu'ils veulent faire et comment ils veulent le faire, et ensuite ils le font, et pendant tout ce temps-là, je ne suis pas utile. Quand ils ont fini, je reviens en disant, bon, quelle est la prochaine étape, comment vous voulez le faire, etc. Et puis je ressors. Okay. Donc, plus il y a de monde, plus vous accompagnez du monde, plus tout peut être délégué. Vous allez simplement les aider à réfléchir au niveau de l'architecture de travail qui va leur permettre d'être plus efficaces. Challenger quelquefois parce qu'ils prennent des vieilles autoroutes qui ne sont pas forcément utiles. Et puis ensuite leur dire, ok, allez-y. Ensuite, ils font leur travail, ils les changent comme ils veulent, etc. Et puis on trace. Une fois, c'était une organisation piège. Ils nous attendaient avec des bazookas. Le patron voulait tout changer, mais il était tout nouveau et tout le monde l'attendait avec des bazookas. Donc quand on veut descendre le patron, on va descendre les coachs qui l'appellent. Donc on s'y attendait. Donc on est venu à 5. Et avec une stratégie de circularité. Donc, si je disais quelque chose, les autres coachs étaient à des endroits différents dans la salle, et chaque fois que quelqu'un contestait, on posait une question, un autre répondait. Ce qui ne permettait pas de devenir une cible pour qui que ce soit, à aucun moment, et très vite,
ça a amené de la circularité entre eux, c'est-à-dire qu'ils ont dû devenir circulaires à cause de la circularité qu'on implantait. Ça, c'est des techniques architecturales. Une fois, j'étais appelé dans une entreprise relativement coloniale française, que je ne citerai pas, qui était en Tunisie, où le patron était un franchouillard et le reste c'était des Tunisiens, et ils appelaient un coach français. Donc j'ai appelé un copain marocain qui est coach aussi, et j'ai dit on se le fait à deux. Et on a développé une stratégie où régulièrement il me contredisait, il a fini par coacher le français pendant que je m'occupais des autres, et il confrontait le patron, il prenait sa place, et il modélisait que c'est pas parce qu'on était non français qu'il fallait faire plaisir tout le temps. Et on a mené ce truc pour ça. Autrement dit, beaucoup plus souvent que le contenu, c'est la modélisation qui est intéressante. Et en fait, si on veut modéliser du délégué, parce qu'ils sont tout à fait capables de travailler en transversalité, bon, on n'a pas besoin d'être nombreux, puisque c'est eux qui vont le faire, donc on s'éclipse. Ça, c'est la philosophie, on pourrait dire, architecturale. Donc les patrons aussi, etc. Donc il y a des tas de stratégies autour de ça. Mais c'est plus jouer avec les éléments de système, là, que le contenu. Finalement, le contenu, ça les regarde. Il y a un livre, alors, qui est Coaching d'organisation, plus récent. Plus récent, c'est chez Kindle, un des livres en anglais. Alors sinon, il y en a un coaching d'équipe, mais il ne va pas vraiment dans le coaching d'organisation. Sur mon site, il y a des articles coaching d'organisation. En français et en anglais, j'ai mis les deux parce que, en fait, ce n'est pas des traductions. Hein. Souvent, j'ai développé des choses en anglais qui ne sont pas en français ou en français. Kindle, ça doit être Systemic Team and Organization Coaching. Systemic Team and Organization Coaching. Team and Organization Systemic Coaching. Va chercher, mais c'est le titre est clair. Il y en a un autre qui s'appelle Master Systemic Coaching, c'est plus individuel. L'autre, c'est équipe et organisation. Ça y est, c'est l'heure? J'ai presque un signe de mon sponsor. Tu veux dire des choses? Oui, je vais conclure. Il veut clôturer, ne partez pas, il faut qu'il clôture. Je vais clôturer parce que je te remercie Alain et Olivier dans un instant. Je suis vraiment très heureux ce soir, plus que d'habitude, par cette conférence parce que moi ça me parle, évidemment ça nous parle, ici des conseils d'administration du CNC. Ça fait quelques années qu'on a transformé cette association issue du Conservatoire national des arts et métiers en think tank, justement pour réfléchir à ça et pour redéfinir les choses du point de vue du coaching, redéfinir, bon, bien sûr tu l'as bien expliqué, mais on connaît tout ce qui s'est passé depuis les NARC et dans les années 80, etc. 90 en France. Je n'ai pas cité de nom. Oui. Pas de nom. Oui. Nous les cites et voilà, là-dessus on n'a pas de tabou, mais il est clair que aujourd'hui la société et l'économie est en train d'éclater en France, mais dans tous les pays, on voit bien le processus, plus ou moins selon les pays, et qu'il est besoin, il est temps justement d'actionner la population, les entreprises, d'aller vers les autres pour travailler ce discours, pour l'évoquer et pour convaincre. D'où la nécessité, effectivement, de passer par un think tank avec ce tronc commun de coach pour diffuser cette information. Moi, je vous invite, au-delà, bien sûr, de la conférence, à nous rejoindre, si ça vous intéresse, et à réfléchir à ces questions et à aller vers les entreprises aussi, pour essayer de les convaincre, et vers les réseaux sociaux. Je te remercie Alain, et je vous invite à prendre un apéritif. Un apéritif à l'intérieur ou c'est une bière dehors? À la cafétéria. À la cafétéria.